Deux chiffres discordants suffirent à tout faire basculer. 3 jours de silence, puis une annonce portant sur 40 km², révélant un projet dont l'ampleur dépassait l'imaginaire immédiat. Cette disproportion entre mutisme initial et ambition soudain dévoilée créa une tension nouvelle, car elle plaçait le pays face à une équation où l'audace semblait répondre au manque. Et pour un observateur lointain, comment ignorer ce moment où la promesse de redessiner l'horizon oblige à interroger sa propre inertie, surtout lorsque Ibrahim Traoré en est le vecteur. Dans cet éclat bref, un futur entier s'ouvrait. Ce récit ne proposait pas seulement la construction d'un aéroport, il portait la promesse mesurable qu'un pays enclavé pouvait ériger une infrastructure majeure sans dette, ni tutelle, ni concession stratégique. Au cœur de cette promesse se trouvait un bénéfice limpide, une souveraineté bâtie sur l'énergie locale, qui replaçait chaque geste de travail dans une équation collective plutôt qu'institutionnelle. Dans cette perspective, l'enjeu dépassait la simple technique. Il s'agissait de vérifier si une mobilisation populaire pouvait compenser l'absence de capitaux étrangers et transformer un désert en ouverture vers le monde. Les premières heures qui suivirent l'annonce illustrèrent déjà ce dilemme, car la tension accrue entre attentes locales et scepticisme extérieur créait un espace où chaque avancée devenait signal politique. À ce moment-là, une interrogation essentielle surgissait. À mesure que l'information circulait, une interrogation surgissait partout. Si la volonté suffit à tracer une piste, que devient alors la logique habituelle du développement ? C'est dans cette zone de risque maîtrisée que les stakes réels s'installaient. La réussite promettait un précédent inédit, l'échec, lui, exposait la fragilité d'un rêve partagé dont la portée dépassait largement les frontières. La bascule se produisit en 2 temps clairs. Au 3e jour, alors que beaucoup redoutaient une fermeture politique, un retournement précis apparut avec l'annonce d'un chantier de 40 km pensé sans prêts étrangers. Ce dévoilement soudain transforma un silence jugé énigmatique en stratégie méthodique, replaçant d'un coup le pays dans une dynamique que les observateurs n'avaient pas anticipée. À partir de ce point, le fil des événements devint lisible. Le pays semblait d'abord figé entre inquiétude et attente. Pourtant, dans les villages du Sahel, l'annonce reçut l'effet d'un souffle libérateur. La logique interne du projet devenait perceptible. Réduire la dépendance extérieure, capitaliser sur l'énergie civile et convertir chaque heure de travail en acte fondateur. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les hameaux reculés, une question unique cristallisait les conversations. Comment construire une telle infrastructure avec des ressources locales et une logistique improvisée ? Le mouvement s'étendit rapidement. Les premiers camions atteignirent la zone désertique. Acier rouillé, ciment reconditionné, volontaires venus sans contrat. Les paysans déposaient leurs outils agricoles, les étudiants leurs cahiers, les anciens militaires leurs armes. Cette diversité formait une chaîne de contribution où chaque individu cherchait sa place sans hiérarchie formelle. Sous les tentes, les femmes préparaient les repas collectifs, tandis que les anciens racontaient les histoires du Sahel pour maintenir le moral. Dans cet ensemble foisonnant, un visage devint repère. Un jeune soldat, coordinateur improvisé, capable de maintenir le rythme là où les machines s'essoufflaient. Il liait paysans, étudiants et anciens militaires dans une solidarité fonctionnelle, confirmant que la cohésion pouvait remplacer l'abondance. À intervalles réguliers, la présence silencieuse d'Ibrahim Traoré sur le chantier renforçait ce sentiment d'élan partagé. Son regard sur la progression servait de point d'ancrage moral à une foule encore incertaine du résultat final. Ainsi, ce qui n'était qu'une hypothèse devint déclencheur. Un chantier transformé en récit collectif où chaque geste trouvait naturellement sa place et redessinait déjà en filigrane l'idée d'un horizon souverain. Au cœur du chantier naissant, le jeune soldat aperçu dans les premiers jours devint progressivement la figure silencieuse que tous semblaient suivre. Il n'avait ni grade élevé, ni formation d'ingénieur. Pourtant son calme, ses gestes précis et sa capacité à relier des équipes hétérogènes lui conféraient un rôle de guide naturel. Là où les machines s'interrompaient, il réorganisait les flux. Là où la chaleur imposait des pauses improvisées, il répartissait les tâches sans jamais hausser la voix. Cette autorité discrète
structura les premières journées, donnant au chaos initial un début de méthode. 2 scènes illustrèrent rapidement l'impact de ce leadership intuitif. Premier cas. Un groupe d'étudiants, déstabilisés par la poussière et le manque d'eau fraîche, bricolèrent grâce à lui un système de refroidissement à base de sable humide. Ce dispositif rudimentaire permit d'étendre les heures de travail sans risque d'épuisement immédiat. Deuxième cas. Un ancien mécanicien, encouragé par la confiance du jeune soldat, transforma un camion militaire hors d'usage en bétonnière fonctionnelle. Cette conversion improvisée accéléra la mise en place des premiers segments de piste, prouvant que la réparation pouvait devenir une forme d'ingénierie adaptée. À mesure que ces micro-initiatives se multipliaient, le sentiment d'une cohésion émergente prit forme. Les travailleurs s'organisaient spontanément par compétences, les femmes renforçaient l'intendance, les anciens nourrissaient l'esprit collectif par leurs récits du Sahel. Lorsque la silhouette d'Ibrahim Traoré apparaissait au loin, les équipes redoublaient d'énergie, comme si la présence du chef d'État validait chaque geste, même le plus modeste. Ce début d'organisation révélait déjà une vérité essentielle. La solidarité pouvait compenser le manque structurel et donner de la portée à chaque initiative locale. En somme, on pouvait alors comprendre que la cohésion crée la méthode quand les moyens manquent. Avant l'annonce officielle, le chantier n'était qu'une hypothèse suspendue dans l'air brûlant du Sahel. Après l'intervention publique, il devint un déclencheur immédiat, transformant l'attente passive en mouvement concret. C'est ainsi que débuta la phase d'élan initial. Les premiers volontaires arrivèrent avant même que les plans définitifs ne soient diffusés. Les paysans vinrent avec des outils usés. Les étudiants apportèrent des carnets encore tachés d'encre. Les anciens militaires offrirent leurs bras sans poser de questions. Les premiers camions bricolés déposèrent acier rouillé, sacs de ciment reconditionnés et caisses d'eau improvisées. Le désert, jusque-là silencieux, s'ouvrit en vaste chantier. Ibrahim Traoré traversait régulièrement la zone, sans escorte, donnant à cette effervescence un centre de gravité morale. Sa phrase « Si nous ne pouvons pas encore voler, alors construisons ce qui nous fera décoller » se propagea jusque dans les mosquées et les marchés. Le décor changeait d'heure en heure, la période d'intensification prit alors forme. Les marteaux frappaient en cadence, les pelles entaillaient le sol brûlant. Les équipes avançaient par vagues, les champs locaux couvraient les moteurs fatigués. La chaleur écrasante ne stoppait rien. Les premières lignes de piste furent tracées à main nue. Les camions, convertis en bétonnières, tournaient jour et nuit. Les matériaux recyclés formaient des structures étonnamment solides. Le sol vibrait sous le pas coordonné de centaines de travailleurs, puis les images satellites révélèrent une bande claire longue de plusieurs kilomètres. Ce qui devait rester symbole devint fait. L'onde de choc fut immédiate. Les commentateurs étrangers parlèrent d'improvisation dangereuse. Sur le terrain, personne n'écoutait. Chaque heure gagnée consolidait la confiance interne. Les sanctions s'intensifièrent. Elles n'arrêtèrent rien. Elles resserrèrent même les rangs. Une nuit, une tempête de sable immobilisa les machines. Les travailleurs se mirent à genoux et prièrent ensemble. Au matin, ils reprirent sans un mot, le visage couvert de poussière, mais le regard clair. Puis vint le temps des répercussions. Lorsque les chiffres officiels furent publiés, le paysage émotionnel changea encore. 42% des pistes tracées, 27% des structures métalliques montées, 100% d'énergie fournie par les panneaux solaires locaux. Ces 3 pourcentages devinrent des étendards. Les villages voisins reçurent une partie des panneaux solaires du chantier. Les foyers s'illuminèrent soudain. Les enfants firent leurs devoirs la nuit. Les femmes cuisinèrent sous une lumière stable. Les anciens prièrent devant des maisons baignées d'un éclat nouveau. Le chantier produisait déjà des cercles concentriques de lumière. Les volontaires affluèrent encore. Les ateliers improvisés se muèrent en laboratoire. Les solutions bricolées devinrent méthodes reproductibles. Des équipes se formèrent spontanément autour des tâches critiques. Chaque avancée créait un appel d'air. Chaque appel d'air renforçait la dynamique. Les capitales étrangères recalculaient leur modèle. Les chancelleries réévaluaient leur position. Les analystes parlaient de anomalies logistiques. Sur le terrain, les ouvriers ne parlaient que de progression. Le désert prenait la forme d'un projet tangible. Les gestes quotidiens dessinaient un horizon neuf. Chaque coup de pelle équivalait à un vote silencieux pour la souveraineté. Ainsi, la séquence complète,
Quicheroy Cautrau Duchamp révéla que le mouvement n'était pas seulement technique, il était moral, contagieux, structurant, et à ce stade, rien ne semblait capable d'arrêter l'élan né de cette foi organisée. La transition se comprit par un glissement mesurable, du désert silencieux comme baseline vers une progression de 42% comme delta, révélant qu'un chantier né du manque pouvait atteindre une cadence inattendue. Cette différence nette entre point zéro et avancement réel donnait enfin une colonne vertébrale objective au projet, permettant d'observer non plus des intentions, mais des résultats structurés. À partir de là, la dynamique interne put être évaluée sans projection théorique extérieure, car les chiffres s'imposaient comme langage commun entre volontaires, villages voisins et observateurs prudents. Le premier indicateur significatif fut donc 42% des pistes tracées, une valeur dont l'importance dépassait la simple surface avancée. Autrement dit, ce pourcentage montrait qu'une moitié praticable avait émergé malgré les limites matérielles. Cette progression, visible depuis le ciel, contredisait les prédictions d'essoufflement précoce et installait un sentiment de possibilité concrète. Les équipes comprirent qu'elles n'étaient plus dans un rituel symbolique, mais dans un processus capable de produire une infrastructure réelle. Dans les villages voisins, ce chiffre circulait dans les conversations quotidiennes, révélant que l'abstraction technique devenait une donnée partagée qui galvanisait les énergies locales. Le deuxième indicateur, 27% des structures métalliques montées, surprit encore davantage car il impliquait une ingénierie artisanale fonctionnelle. Autrement dit, ce résultat montrait qu'un assemblage improvisé pouvait rivaliser avec des standards classiques. Le contraste entre les projections sceptiques des analystes extérieurs et les structures qui s'élevaient réellement créa une tension nouvelle. La question n'était plus de savoir si le projet était faisable, mais pourquoi il avançait aussi vite en dépit des obstacles. Les ateliers improvisés acquirent une réputation de laboratoire populaire où chaque outil réparé devenait une preuve supplémentaire de la validité de cette méthode née de la contrainte. Enfin, l'indicateur le plus commenté fut 100% d'énergie fournie par des panneaux solaires locaux, un chiffre qui redessinait totalement la lecture du chantier. Autrement dit, cette autonomie énergétique prouvait qu'une logistique complète pouvait naître sans financement extérieur. Cette donnée créa un basculement culturel. La lumière du Sahel, jadis considérée comme un décor immuable, devenait moteur opérationnel. Les habitants des hameaux voisins bénéficièrent immédiatement du surplus d'énergie, illuminant foyers, écoles et lieux de prière. Cette extension spontanée renforça l'idée que le chantier n'était pas seulement une infrastructure. Il générait un nouveau rythme social fondé sur la maîtrise de l'énergie locale. Pris ensemble, ces trois chiffres construisirent une structure de preuve impossible à ignorer. Ils installèrent une continuité logique là où les modèles prédisaient un arrêt. Ils permirent au pays de lire son propre effort à travers des résultats tangibles plutôt que des discours. Ils montrèrent que chaque heure de travail volontaire ajoutait un degré supplémentaire à la courbe de progression. Ainsi, la dimension quantitative devint non pas un outil de justification, mais une forme de narration précise. Les pourcentages n'exprimaient pas seulement des états d'avancement, ils révélaient une morale collective en mouvement, capable de transformer un désert en plateforme opérationnelle. Deux lectures du chantier commencèrent à s'affronter dès que les premières images satellites révélèrent l'avancée réelle des pistes. La première, critique et largement relayée par certaines capitales étrangères, affirmait que l'initiative relevait d'un populisme dangereux. Selon ce raisonnement, un pays dépourvu de financements internationaux ne pouvait techniquement soutenir un projet d'une telle ampleur. Les économistes les plus sceptiques évoquaient des modèles théoriques estimant qu'un aéroport de cette dimension exigerait plus de 1,8 milliard de dollars, une somme jugée incompatible avec la situation budgétaire nationale. Pour eux, l'absence de prêt condamnait mécaniquement le chantier à un essoufflement rapide. Pas de capitaux, pas de machines modernes, pas de garantie de durabilité. L'argument semblait cohérent dans le cadre des paradigmes habituels du développement. La seconde lecture, plus ancrée dans les réalités du terrain, avançait une logique inverse. Les coûts annoncés par les chancelleries se heurtaient à un fait mesurable. Les dépenses réelles demeuraient presque nulles. Les matériaux recyclés remplaçaient les importations. Les techniques improvisées se transformaient en solutions robustes. Les volontaires, nombreux,
constituaient une main-d'œuvre motivée et stable. Les panneaux solaires locaux couvraient 100% de l'énergie, éliminant les besoins logistiques les plus lourds. À cela s'ajoutait une discipline collective étonnante, nourrie par la participation de paysans, d'étudiants, d'anciens militaires et de centaines d'artisans mobilisés sans contrainte formelle. Face à ces deux visions, le Stillman cherchait la version la plus solide des arguments critiques avant d'y répondre. Leur interrogation centrale était légitime. Comment un pays sans capitaux externes pouvait-il maintenir un rythme soutenu ? La réponse, fournie non par un discours, mais par les 42% de pistes tracées et les 27% de structures montées, résidait dans l'écart entre modèle théorique et méthode locale. Là où les projections extérieures supposaient une dépendance structurelle, le terrain démontrait une équation alternative. Moins de coûts, plus de mobilisation, moins de technologies importées, plus d'ingéniosité adaptée. Ainsi, même lorsque l'on adoptait les arguments les plus robustes des opposants, la dynamique réelle du chantier déplaçait progressivement le débat. Ce n'était plus une question de faisabilité abstraite, mais de compréhension d'un modèle inédit où la solidarité, plutôt que le crédit, devenait moteur logistique. Le désert a parlé. Ce midpoint renversa l'équilibre initial. Il ne s'agissait plus seulement d'un chantier ambitieux, mais d'une démonstration visible de ce qu'une mobilisation sans dette pouvait réellement produire. L'avancée, rendue publique à travers des images cohérentes et des pourcentages vérifiés, força même les sceptiques à réviser leur lecture. Dans les villages, la nouvelle se propagea comme un élan. Dans les capitales étrangères, elle devint un signal d'alerte discret, suggérant qu'un modèle alternatif pouvait émerger en marge des paradigmes habituels. Lors de sa brève apparition sur le site, Ibrahim Traoré cristallisa ce tournant. Sa présence ne modifiait pas la logistique, mais elle réorientait l'interprétation générale. L'objectif n'était pas d'impressionner l'extérieur, mais de renforcer la confiance intérieure. Cette nuance transforma la motivation des équipes, qui reprirent le travail avec une intensité nouvelle, confirmant que le midpoint n'était pas une pause, mais un seuil franchi. Une scène symbolique scella cette bascule. Des volontaires venus de villages éloignés installèrent des lampes solaires artisanales pour prolonger la journée de travail. Un geste simple, mais qui révélait que la dynamique ne dépendait plus des directives officielles. Elle venait désormais des profondeurs du collectif. Le chantier cessait d'être un pari. Il devenait une évidence en marche. Les effets du chantier s'étendirent bien au-delà de la zone de construction, produisant des transformations visibles dans la vie quotidienne des habitants et dans l'organisation économique locale. Ce qui n'était au départ qu'un projet technique devint une force diffuse qui réagissait simultanément sur plusieurs cercles, les foyers, les ateliers, les communautés et même les pays voisins. À ce stade, chaque groupe touché construisait sa propre lecture du changement, révélant une dynamique multiscalaire rarement observée dans la région. Du côté de la vie quotidienne, dans les villages du Nord, l'acheminement des panneaux solaires du chantier provoqua une rupture immédiate. Les foyers autrefois plongés dans l'obscurité retrouvèrent une lumière stable, permettant aux enfants d'étudier après le coucher du soleil et aux familles de réorganiser leur soirée. Les anciens, désormais éclairés lors des prières, décrivaient ces moments comme des retrouvailles avec une forme de dignité perdue. Cette transformation du rythme nocturne montrait que l'infrastructure ne modifiait pas seulement l'espace, mais aussi la temporalité quotidienne. Du côté de la vie quotidienne, dans les centres urbains, les ateliers improvisés autour du chantier gagnèrent en technicité et commencèrent à fonctionner comme de véritables unités pré-industrielles. Les mécaniciens spécialisés dans les camions militaires recyclèrent acier, verre et composants électriques avec une efficacité inattendue, créant un écosystème autonome malgré les sanctions. Les commerçants de Ouagadougou virent affluer une demande nouvelle liée à l'alimentation des équipes, aux matériaux de terrain et aux pièces métalliques. Cette économie née de la contrainte montrait que le manque pouvait devenir moteur de diversification. Du côté de la vie quotidienne, l'élan moral fut peut-être le plus puissant. Les chants des volontaires, relayés par les radios locales, devinrent des refrains partagés dans tout le Sahel. Une femme, les mains couvertes de ciment, déclara « Ils peuvent sanctionner nos banques, mais pas nos mains ». Cette phrase, largement diffusée, offrit un miroir émotionnel à la mobilisation populaire. Dans ce climat, les enfants écrivaient sur les murs d'école les mots entendus la veille, tandis que les anciens affirmaient
que pour la première fois depuis longtemps, le pays chantait à l'unisson. Du côté de la vie quotidienne, autour du Burkina Faso, les nations voisines observaient avec une curiosité croissante. Au Ghana, des étudiants lancèrent le programme Construire sans emprunter. Au Sénégal, des veillées de prière furent organisées pour ceux qui bâtissent le ciel. Au Kenya, un enfant inscrivit sur un mur d'école: Un jour, nous construirons aussi notre propre ciel. Ces glissements idéologiques inquiétaient les chancelleries occidentales, où certains rapports soulignaient le risque d'un nationalisme africain d'infrastructure. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré devenait non seulement celle d'un chef d'État, mais celle d'un symbole émergent. Au total, les conséquences du chantier révélèrent un phénomène en expansion. Plus le monde tentait d'exercer une pression, plus l'initiative se consolidait de l'intérieur. L'infrastructure modifiait les usages, la culture, l'économie et même la politique régionale, prouvant que la lumière produite localement n'éclairait pas seulement le désert, mais la trajectoire entière d'un peuple. 3 trajectoires se dessinèrent lorsque les premières évaluations internes furent partagées entre les ministères, chacune offrant une manière différente de lire les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios n'étaient pas rendus publics, mais leur logique éclairait la suite possible du chantier. Une progression maîtrisée, une expansion inattendue ou une résistance sous pression. Leur valeur ne résidait pas dans la prédiction, mais dans la capacité d'expliquer comment la mobilisation populaire pouvait infléchir l'évolution réelle du projet. Dans une première perspective, dans cette lecture, la cadence actuelle se maintiendrait sans accélération spectaculaire. Les volontaires resteraient nombreux, les ateliers improvisés se structureraient et les techniques nées du manque deviendraient méthodes standardisées. Les tours de contrôle seraient finalisés, l'alimentation énergétique étendue à plusieurs communes et une première école d'ingénierie verrait le jour dans le Sahel. Ce scénario supposait une continuité politique stable et une persévérance constante des équipes locales. Cadre nœud, TI. Si la mobilisation reste plus forte que la fatigue, alors la progression demeurera régulière. Dans une seconde perspective ambitieuse, ici le chantier dépasserait son statut d'infrastructure pour devenir laboratoire technique. Les ateliers temporaires se transformeraient en unités modulaires capables de produire acier, verre, câbles ou composants solaires. Les routes locales seraient étendues selon les mêmes principes énergétiques, tandis que l'agriculture bénéficierait de micro-réseaux électriques alimentant pompes et systèmes d'irrigation. En moins d'1 an, le pays pourrait devenir un prototype continental de souveraineté technologique reposant sur l'énergie locale et l'ingénierie née de l'adversité. Cadre nœud, TI. Si l'élan moral se convertit en architecture durable, alors l'expansion deviendra possible. Dans une dernière hypothèse plus contrainte, le 3e scénario reconnaissait les risques les plus lourds. Les sanctions pourraient se renforcer, limitant l'accès aux pièces essentielles. Des cyberattaques pourraient perturber les communications. Certaines puissances pourraient chercher à semer le doute par l'information ou par le commerce. Des retards apparaîtraient et la cadence actuelle serait difficile à maintenir. Pourtant, même dans cette hypothèse, l'échec resterait relatif. Le symbole, déjà profondément ancré, survivrait à tout gel matériel et continuerait d'alimenter la cohésion interne. Cadre. Nu, ti. Si les pressions extérieures surpassent la mobilisation, alors les retards deviendront structurels. Ainsi, les 3 scénarios offraient une seule clé de lecture commune. L'avenir du chantier dépendait moins des contraintes matérielles que de l'équilibre mouvant entre volonté collective et forces extérieures. Les répercussions du chantier ne touchaient plus uniquement les équipes mobilisées sur le terrain. Elles s'étendaient désormais à des cercles qui, jusque-là, n'avaient suivi l'histoire qu'en spectateurs. Chacun, selon sa place dans la société, réinterprétait ce qui se jouait dans le Sahel. Le chantier devenait non seulement une infrastructure en construction, mais un miroir dans lequel différents publics découvraient leur propre rapport à la possibilité, au courage collectif et aux limites que l'on croyait immuables. Groupe A, les jeunes and la projection d'avenir. Pour de nombreux jeunes diplômés, le chantier ouvrait une nouvelle porte, celle d'une compétence acquise non par les cours théoriques, mais par la pratique directe. Les ateliers improvisés leur donnaient accès à une forme d'apprentissage
qui valorisait l'ingéniosité individuelle. Certains y voyaient la preuve que les horizons professionnels ne dépendaient pas seulement des institutions, mais de la capacité à s'insérer dans des dynamiques concrètes. Cette révélation transformait leur regard sur l'avenir, désormais moins lié à l'attente qu'à l'action. Groupe B, les familles et le quotidien réorganisé. Pour les familles, la lumière fournie par les panneaux solaires réaffectés changeait subtilement le rythme de vie. Les soirées devenaient plus calmes, les enfants pouvaient étudier, les parents réajustaient leurs activités du soir avec plus de sérénité. Cette modification douce mais profonde créait un sentiment de continuité, comme si ce qui se déroulait dans le désert trouvait naturellement un prolongement dans les foyers. Ce lien renforçait l'idée que l'infrastructure n'était pas une abstraction, mais une réalité qui pénétrait les gestes ordinaires. Groupe C, les travailleurs urbains et la dynamique collective. Les travailleurs des villes, eux, ressentaient un intérêt nouveau, celui de participer indirectement à une transformation nationale. Les ateliers, les commerces et les transporteurs profitaient d'un flux constant de demandes, révélant un tissu économique mis en mouvement par un chantier qui ne leur appartenait pas directement. Cette circulation d'opportunités créait une impression d'appartenance, comme si chacun contribuait, à sa manière, à un changement plus large que sa propre activité. Ainsi, en touchant ces trois cercles, avenir, quotidien, économie diffuse, le chantier démontrait qu'une infrastructure pouvait modifier non seulement un territoire, mais une manière collective de se projeter. Le gouvernement décida d'ancrer la progression dans une méthode plus structurée, afin d'éviter que l'élan populaire ne se disperse au fil des mois. Ibrahim Traoré, insistant sur la nécessité de rendre chaque étape mesurable, fit de la rigueur un levier central du dispositif. Le chantier, jusque-là mu par l'intuition collective, entrait dans une phase où l'organisation devenait aussi décisive que la mobilisation initiale. Cette transition visait à transformer l'énergie spontanée en architecture durable avec un calendrier clair et des responsabilités réparties. 1. Stabilisation énergétique. Les 10 000 panneaux solaires installés pour le chantier seraient redistribués aux zones rurales selon un corridor prioritaire du Sahel. 2. Transmission des compétences. Les ouvriers expérimentés deviendraient formateurs dans une école d'ingénierie nationale inspirée des pratiques de terrain. 3. Industrialisation locale. Les ateliers improvisés seraient convertis en unités modulaires capables de produire acier, verre et câbles. 4. Alliance africaine sans dette. Une coopération technique serait nouée avec le Ghana, le Mali, le Niger et le Bénin, fondée sur l'échange de méthodes plutôt que sur le crédit. Institutionnalisation de la mobilisation civique. La contribution volontaire deviendrait un cadre national, transmissible entre générations pour d'autres projets structurants. Ainsi, la méthode cherchait à assurer que l'élan né du désert devienne une structure capable de durer. Lorsque les dernières structures émergèrent sous le soleil, une pause silencieuse traversa le chantier. Au centre, le jeune soldat. Celui qui, dès les premiers jours, guidait les équipes sans titre ni grade, observa la piste comme s'il retrouvait l'écho de chacun de ses gestes. Autour de lui, les travailleurs reconnaissaient ce visage familier, devenu fil conducteur d'un récit où la cohésion compensait chaque manque. Ce motif, né dans la poussière des débuts, retrouvait ici toute sa force. L'idée qu'un individu ordinaire pouvait devenir vecteur d'un mouvement collectif. Ibrahim Traoré s'avança alors sans protocole et salua ce frère de poussière dont la constance avait inspiré des milliers de volontaires. Ce simple geste, sans discours, liait la fin du cycle à son origine, un chantier passé de l'hypothèse à l'évidence, de la fragilité à la conviction. Un vieil homme approcha avec un enfant et murmura « Tu vois, c'est ainsi qu'on vole sans ailes ». La phrase reprenait, comme un rappel naturel, le souffle initial qui avait ouvert le projet. Dans la lumière dorée, chants, rires et prières se mêlèrent. Le désert avait désormais une voix, celle d'un peuple qui se redressait ensemble. Une phrase résonna alors comme une évidence. La foi collective peut déplacer le sable. Le récit ne s'achève pas avec la dernière poutre dressée, ni avec la piste tracée.